Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Nous parlons du Libéria aujourd'hui et c'est avec notre invité, le confrère Innocent Pato. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Innocent et bienvenue. Bien, bonsoir cher confrère Or, bonsoir chers téléspectateurs. Avec Merci vous pour aujourd'hui. l'invitation. Merci, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Nous parlons avec vous du Libéria. Ouéa donne une nouvelle chance à l'alternance. Nous parlons du deuxième tour de la présidentielle dont les résultats ont été connus ce week-end au Libéria. Résultat qui donne une légère avance à Joseph Boakai, l'ex-vice-président sous Ellen Johnson Sirleaf, avec 50,64% des voix contre 49,36% pour George Weah. Résultat donné ce week-end aussitôt. Le président sortant George Weah a appelé son rival ou son concurrent Joseph Boakai pour le féliciter. Il a reconnu donc sa défaite et encouragé son rival pour la suite donc de cette tâche qui lui incombera très bientôt en tant que président du Libéria. George Weah plutôt ainsi donne une nouvelle chance à l'alternance au Libéria. Oui, avant d'aller concrètement au sujet, je dois dire qu'il y a quelque chose de positif qui s'écrit en Afrique, quelque chose d'inattendu, et des Africains qui ont su déjouer tous les pronostics, parce que avant les résultats, les gens avaient la peur au ventre, on ne savait pas qu'est-ce qui va se passer concrètement au Libéria avec les résultats des élections. Et entre les deux tours, vous avez vu comment la campagne s'est déroulée avec le premier tour, avec des actes de violence. Oui. On a craint réellement le pire. Et Dieu merci, et cette crainte a été dissipée par le comportement exemplaire, le comportement plein d'élégance de la part de George Weah, qui a su vraiment, j'ai pas le mot exact, qui a su jouer comme il le fallait, comme un vrai leader. Et j'avoue que c'est un acte qui est à saluer. Et vous voyez que quelque chose de très très positif se joue en Afrique. Et en l'espace de 2 semaines, vous avez vu la chute de Kidal. Et juste après ces élections et ce comportement exemplaire et plein d'éloquence de la part du président sortant George Weah. Il n'a pas attendu la fin des résultats, mais il analysait les résultats. Et à l'analyse des différents résultats, il s'est rendu compte que à ce stade, il n'est plus possible de rattraper l'avance de mon rival. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut anticiper. Et c'est ça un leader. Il faut anticiper pour calmer rapidement les esprits, pour calmer le jeu. Alors, dans la foulée, il a pris son téléphone, il a appelé son rival, ce qui est très très rare, pour le féliciter. Mais au même moment, il a reconnu sa défaite, tout comme la défaite de ses partisans, ses sympathisants, en leur disant ceci: voyez, nous avons perdu, mais le Libéria a gagné. Et donc, pas la peine de vouloir rentrer dans des polémiques, mais suivons le jeu, et c'est un acte vraiment à saluer. George Weah, à travers ce comportement plein d'éloquence, donne une nouvelle chance à l'alternance pacifique au Libéria. On pourrait dire que c'est son caractère de footballeur que se transporte aujourd'hui dans son monde politique. Oui, absolument. Oui, non, je dois le dire. Mais peut-être avant George Weah, il y avait la Gambie. Yaya Jammeh avait tenté une chose similaire. Mais à la toute dernière minute, il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est là où il faut apprécier la détermination de George Weah. Parce que même quand il l'a dit, je me suis dit, attention, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Parce que le pouvoir en Afrique, il y a l'individu, mais il y a l'environnement. Oui. Et donc, l'environnement peut jouer, mais je crois que quelque part, même si je suis pas au secret des dieux, même s'il y aurait eu cette velléité, George Weah a su jouer au maître, au leader pour aller jusqu'au bout. Mais comme vous le dites si bien, franchement, l'attitude de George Weah, vous le voyez, c'est un footballeur. C'est un homme qui a grandi avec le football, qui est allé jusqu'au haut niveau où on ne l'attendait même pas. Star planétaire. Star planétaire. Et donc, il a ça dans le sang. Et dans le football, les grands joueurs, les meilleurs joueurs, ils savent qu'une défaite, l'adversaire qui vient, il vient aussi dans l'intention de gagner. Ouais. Et donc, qu'il gagne, il jubile. Mais quand il ne gagne pas, il y a une défaite, il accepte. Parce que ça fait partie des règles du jeu. Et j'avoue que c'est ça qui fait que dans certaines situations, dans certaines entreprises, pour recruter, on vérifie rapidement votre CV.
On voit si vous pratiquez le sport, ça veut dire que vous avez les talents de partager, de jouer avec tous les éléments pour arriver au résultat. Et ça permet aussi de comprendre que vous êtes quelqu'un qui peut avoir la maîtrise de soi et la maîtrise des résultats qui arrivent. Et donc, je crois que, vous le dites si bien, le passé de footballeur de George Weah a joué en sa faveur dans son comportement par rapport aux résultats. Bon, maintenant, sur la politique, en tant qu'homme politique, est-ce que ce comportement, enfin, les artifices au niveau du football ont pu jouer sur ça? Et si je peux me réserver, je reviendrai peut-être là-dessus, parce que si ça avait joué concrètement, il sortait encore vainqueur. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect. Mais bien avant, il y a un autre aspect aussi qui aurait pu conduire George Weah à adopter un tel comportement plein d'éloquence, comme vous le dites. C'est aussi le passé récent du Libéria qui sort d'une guerre civile il y a tout juste 20 ans. Le pays était au bord de l'explosion à travers ces élections. Si les choses allaient très mal, bien avant, certaines organisations ont demandé aux candidats même de signer des engagements qu'ils reconnaîtraient les résultats publiés par la commission électorale pour préserver le pays de ce revirement dangereux. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourra dire que le passé aussi du Libéria a joué en quelque sorte à ce que George Weah veuille vraiment préserver le peu de temps de paix qu'ils ont pu acquérir? Oui, il y a le passé, mais il y a aussi la détermination et le réalisme de George Weah, qui a dû beaucoup jouer. Vous n'êtes pas sans savoir que le Libéria a connu 2 guerres civiles, en 1989 et en 2003. Et comme si le malheur ne suffisait pas, par rapport à ces 2 guerres civiles, il y a eu le virus Ebola qui est rentré en ligne de compte. Et donc ça a dû fatiguer suffisamment ce pays à tel point que, attention, une simple guerre, même le bruit d'un pétard doit doit traumatiser les Libériens parce qu'ils en ont vécu. Ils en ont vécu à tel point que personne ne voudrait qu'une chose pareille se reproduise au Libéria. Donc pendant la campagne, il y a eu quelques situations, on a eu à déplorer des morts, mais très rapidement, ils sont ravisés pour dire, écoutez, si ce pays prend feu, nous allons vers quoi? Parce que les 2 guerres n'ont rien donné de positif à ce pays. Vous voyez, et donc très rapidement, je crois que George Weah est à saluer à plus d'un titre et son acte est vraiment, je ne sais pas à quel niveau on pourra le porter, mais tous les Libériens lui doivent un témoignage de reconnaissance d'un acte très très positif dans la vie de ce pays. Et c'est là où je souhaiterais vivement que Joseph Boakai reconnaisse l'acte, la valeur de l'acte posé par George Weah et qu'il joue avec dans sa politique future par rapport à tout ce qui adviendra, parce que vous savez, quand vous quittez le pouvoir et qu'il vous a quitté, et tout peut arriver. Nous allons continuer toujours par parler de ce geste de George Weah qui suscite beaucoup de commentaires. Il est rare de voir, surtout en Afrique, du moins selon ce que les politiciens nous disent, que des présidents qui font un mandat, qui perdent des élections, font tout pour trafiquer les résultats, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, faire au moins un 2e mandat. Il y en a eu quelques rares, du moins, qui ont effectivement reconnu leur défaite après avoir fait un premier mandat, un cercle très fermé dans lequel vient de rentrer George Weah. Oui, ce n'est pas la porte fermée. Après le pouvoir, il y a une autre vie. Et George Weah, il a une passion pour le football. Il peut se retrouver encore au football ou être encore dans les affaires. Les moyens, il en a. Les moyens gagnés par le football. Et puis maintenant, quelques privilèges qui ont renforcé son carnet d'adresses quand il est arrivé au pouvoir. Donc, c'est pas un monsieur qui va chômer de quoi que ce soit. Mais déjà, par rapport à son acte, croyez-moi, au niveau des instances comme les Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, et si possible, au niveau de la CEDEAO, c'est quelqu'un qu'on aura à utiliser suffisamment en tant que médiateur, en tant qu'envoyé spécial et autres. C'est pour dire aux autres, mais attention, quand on quitte le pouvoir, on peut encore avoir un peu de pouvoir. Ce n'est pas forcément en s'accrochant au pouvoir que, bon, ça doit être la fin du monde. Non, c'est un passage. Quand vous passez, vous jouez votre partition, le temps arrive, vous quittez, vous laissez la chance à d'autres personnes. George Weah, donc, une défaite pour une victoire dans un autre sens, on dirait. Voilà, une défaite qui fait une victoire. Parce que, en fait, l'acte de George Weah aurait été encore sublime. Et encore sublime parce que juste à la fin de son premier mandat, George Weah, je crois, était dans le réalisme. Quel était son slogan de campagne? Donnez-moi
plus de temps. Ça veut dire que les 6 ans n'ont pas suffi. Et si les 6 ans n'ont pas suffi, ça veut dire que lui-même, quand il fait un auto-bilan de son passage à la tête de l'État, c'est comme ça a l'air d'une symphonie inachevée. Et au même moment, il dit, donnez-moi un peu de temps, mais c'est ce Georges Weah que nous avons vu à la Coupe du Monde, souvent au vestiaire de son fils. Ça veut dire qu'il avait le temps, qu'il l'aurait utilisé d'une manière pas trop rationnelle pour avoir le maximum de résultats. Parce que, à le voir à la Coupe du Monde, j'ai applaudi. Quand je vois Georges Weah danser, il y a des clips de Georges Weah où il danse. Ouais. C'est très beau. Mais à la fin, quand le résultat suit, c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Mais à la fin, quand je vois quelqu'un qui danse, un chef d'État qui danse, et le résultat n'est pas ce qu'il est, je dis, mais attends, ce monsieur, il est allé s'amuser, ou bien il est quelque part où il n'est pas encore prêt à y être. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui a valu la toute première critique quand il voulait être candidat à la présidentielle. On s'est dit, mais attends, toi, tu quittes les pelouses et tu veux arriver à la présidence. C'est pas aussi automatique que ça, monsieur Georges. Vas-y, va étudier encore un peu pour maîtriser c'est quoi le pouvoir, c'est quoi les arcanes du pouvoir, et tu reviendras quand tu seras prêt. Mais je crois que le temps passé, il a essayé d'apprendre, mais est-ce qu'il a appris jusqu'au bout? Je me pose des questions, mais il a essayé. De toute façon, il a le satisfait, je lui donne ce satisfait d'avoir essayé, mais le résultat, il n'a pas été réellement ce qu'il devrait être. Bon, maintenant, quand tu prends les scores, c'est vrai que le résultat n'a pas été ce qu'il devrait être, mais c'est que, quelque part, les Libériens ont encore de l'estime pour Georges Weah. Et ça veut dire qu'il peut encore jouer un rôle à tout moment. Donc, vous voyez qu'il a des artifices, il a quelque chose de positif en lui, mais je crois qu'il faut encore travailler un peu ça. Et ce monsieur, croyez-moi, il est encore indispensable pour son pays, le Libéria. En tout cas, il est encore indispensable pour le Libéria. Les résultats le montrent peut-être parce qu'il s'en sort avec 49,36% des voix contre 50,64% pour Joseph Boakai, qu'il devance d'une petite longueur avec un peu plus d'1%. Ouais. Alors, qu'est-ce qui aurait pu jouer contre Georges Weah dans ce deuxième tour? Parce qu'au premier tour, il était en avance, avec une petite longueur d'avance aussi. Et dans ce deuxième tour, petite longueur d'avance, mais juste que les positions ont changé. C'est Joseph Boakai qui dépasse la barre des 50% maintenant. Qu'est-ce qui a joué contre Georges Weah et qu'est-ce qui a joué pour Joseph Boakai, selon vous? Disons qu'au départ, c'était très, très délicat. Parce que les vrais analystes, ceux qui observent bien les choses, savaient que ça ne devait pas être facile pour Georges Weah. Mais l'élément positif, c'est son âge. Il y a l'âge de Georges Weah qui jouait en sa faveur, de sorte que s'il mène bien une bonne campagne, un bon programme politique, il aurait pu redrainer vers lui le maximum de jeunes. Mais il se fait que... Voilà. Par rapport à Joseph Boakai, il est plus jeune. Il est plus jeune, de 20 ans. Oui. Et malheureusement ou heureusement, les pays anglophones ne sont pas comme les pays francophones. L'anglophone, il te dit ce qu'il pense. Il n'est pas mesquin, il n'est pas flatteur. C'est ce qu'on voit par contre dans les pays francophones. Vous voyez X qui sort, ils sont là, Y qui sort, ils sont là. Et donc, vous voyez que là, avec ça, vous ne pouvez pas faire de vrais calculs. Par contre, Boakai, c'est un vieux. Je prends les discours de campagne. Boakai vient, il dit, en Boakai, nous croyons. In Boakai, we trust. Ça veut dire qu'il vient avec une assurance. C'est un vieux, certes. C'est un expérimenté de la politique du pays. Il l'a fait avec Samuel Doe. Il a été ministre de l'Agriculture sous Samuel Doe. Je ne sais pas si vous connaissez Samuel Doe. Samuel Doe, ça doit être dans les années 83. Et le mandat de... Voilà, en ce moment, c'était en 1983, 1985. Boakai a été ministre de l'Agriculture. Et après ça, quand il a fallu la transition, il a été premier ministre de Ellen Johnson Sirleaf. Et pendant tout le mandat de Ellen Johnson Sirleaf, ça veut dire de 2006 à 2018. Parallèlement à ça, il a été consultant pour la Banque mondiale. Et il est dans les affaires. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise tout le monde. L'environnement politique libérien, il le possède. Vous voyez.
Et donc, c'est vrai, il y a l'âge qui aurait pu aider, mais en dehors de l'âge, il y a la sagesse, il y a l'expérience de la chose, il y a le terrain. Et comme le disent les militaires, qui a le terrain à une bonne partie de la guerre. Et donc, son discours, en Boakai, nous croyons, et donc pratiquement tous les Libériens commencent par croire en lui. Et il dit, voici l'heure arrivée qu'on sorte du Libéria où il est. Et donc, en faisant référence à certaines pratiques sous George Weah, et certaines pratiques auxquelles George Weah n'a pas pu apporter de solution. Je veux parler, par exemple, de la corruption, qui est le sport favori, peut-être chez nous au Togo. Et donc je crois que au Libéria, ça devait être l'oxygène que eux ils respirent, parce que là c'est un degré plus élevé. George Weah n'a pas pu faire face à cela, à tel point qu'il y avait même des membres de la commission de trucs pour la corruption. On a assassiné 2. Vous voyez, on a assassiné 2, ça veut dire que les cartels pour la drogue, les réseaux de corruption et autres sont plus puissants même que l'État. Et dans la foulée, tout proche de George Weah, il y a 2, dont son chef de cabinet qui a été mis à la touche pour corruption, parce que ça a été dénoncé par les Américains qui probablement ont dû mettre la pression à ce qu'ils le mettent à la touche. Bon, maintenant, Boakai est arrivé. Est-ce qu'il pourra je veux bien croire, mais on reviendra peut-être là-dessus. Mais l'autre aspect du mandat de George Weah, et ça, il ne faut pas le négliger, il y a eu le Covid ou la Covid, je ne sais pas, mais il y a eu cette pandémie qui a dû fragiliser beaucoup de choses. Parce que en 2000 et 2022, 2020-2022, vous avez vu que pratiquement sur le plan international, dans tous les pays, ça a été beaucoup de difficultés. Chez nous, par exemple, on a eu les PND qui n'ont rien donné pratiquement parce que qu'est-ce qu'on pouvait faire en cette période. Donc, à tel point que certains chantiers ont été engagés, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout et des programmes ont dû être réadaptés. Donc, voilà un peu les difficultés auxquelles le président George Weah devait faire face et qui probablement ont dû fragiliser sa campagne ou qui ont dû affecter, impacter sa réélection. Alors, les détails toujours, 50-64 contre 49-36, le détail est très saisissant, surtout que Joseph Boakai, pour ce deuxième tour, a dû s'appuyer sur une figure pas des moindres dans la politique libérienne. Je veux parler de Prince Johnson, l'ex-chef de guerre dans la zone de Nimba, qui a dû mobiliser les gens de cette zone-là pour voter en faveur de Joseph Boakai. Je rappelle que le Prince Johnson était allié à Joseph Boakai pour la précédente élection. Non, George Weah. À George Weah, bien sûr. Et George Weah l'avait emporté face à Joseph Boakai, le même Joseph Boakai. Ouais. Aujourd'hui, Joseph Boakai s'allie à Prince Johnson. Ouais. Joseph Boakai l'emporte avec une courte majorité face à George Weah. Et les détails se jouent à quelques voix près où on sait que Joseph Boakai a pu battre à plate couture George Weah dans la zone de Nimba, détenue en quelque sorte par Prince Johnson. Prince Johnson devient ainsi un faiseur de roi, autant pour George Weah en son temps et actuellement pour Joseph Boakai. Quelles peuvent être donc les répercussions sur l'image politique de l'ex-chef de guerre, Prince Johnson d'abord, lui-même? Oui, avant d'arriver à la répercussion sur l'image politique de Prince Johnson, ça fait partie des éléments que j'évoquais quand je mettais l'expérience du terrain à l'actif de Joseph Boakai. Parce que, en fait, qu'est-ce qui a le plus marché? C'est les alliances stratégiques qu'il a su nouer. Il promet un gouvernement de large union nationale. Les ethnies, les partis politiques, tout cet ensemble-là fera partie de son gouvernement. Ça, c'est son discours de campagne. Mais il y a l'autre élément en politique, on ne dit jamais, jamais. Okay. Hier, Prince Johnson était avec George Weah. Ça n'a pas empêché Joseph Boakai d'aller le voir et de négocier avec lui. Il a oublié qu'ils étaient adversaires hier. Ils étaient rivaux hier, mais aujourd'hui, il sait qu'avec ce monsieur, il peut faire ses voix nécessaires pour sa réélection. Il est allé vers Prince Johnson. Et là, qu'on le veuille ou pas, Prince Johnson est un chef de guerre. Et il reste, quoi qu'on dise, un faiseur de roi.
La preuve, il était avec George Weah. George Weah a gagné. Et cette fois-ci, Boakai est allé le voir et il gagne. Mais en tant que chef de guerre, il est stratège. Il aurait pu voulu jouer les premiers rôles. Mais réaliste qu'il a été aussi, il n'a pas pu accepter cela. Et il ne pouvait pas parce que lui-même, c'est un corrompu. Il n'a pas les mains propres. Et donc, n'ayant pas les mains propres, il passe un joker. Il passe en la personne de Jeremiah Kung comme chose qui joue le rôle de vice-président. Et donc, ils ont maximisé les voix dans la région de Nimba. Et voilà qui fait de George Boakai le nouveau président du Libéria. Maintenant, quelles seront les répercussions sur Prince Johnson? Et là, il va falloir beaucoup de diplomatie. Il va falloir beaucoup de tact, jouer un peu comme un funambule. Quelqu'un qui marche sur un fil pour pouvoir gérer cet homme qui est un chef de guerre. Parce que, étant chef de guerre, tout peut arriver. Et donc, il va falloir jouer avec beaucoup de tact, travailler davantage sur le civisme pour que les Libériens comprennent à fond que la guerre civile, plus question de guerre civile au Libéria, plus question d'une quelconque guerre au Libéria. Avançons, faisons face au développement de notre pays parce que, quoi qu'on dise au Libéria, il y a la pauvreté, il y a la misère. Et ce qui est presque commun un peu à nos pays de la sous-région, de la communauté ouest africaine. Et donc, il faut faire un focus, il faut s'orienter davantage sur le développement socio-économique des pays. Et donc, vous voyez que quand vous voyez les indicateurs, ils sont un peu chauds. Maintenant, quand on veut aller dans les éléments artificiels, je les appelle ainsi artificiels, par exemple, les indicateurs de la Banque mondiale, on vous dit que oui, malgré cela, le Libéria a connu une croissance de 4,8%. D'accord, mais les 4,8%, le soir, quand je vais manger mon repas, il est où dans ce repas? Quand je fouille ma poche, je n'ai rien. Ils sont où les 4,8%? Donc vous voyez que c'est beau, ces éléments à l'international. C'est ronflant, ça fait bien, tel pays fait une croissance. Mais la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Et donc, vivement que tous les acteurs fédèrent autour de Boakai, et que c'est fini, les élections sont terminées. Mais maintenant, c'est l'avenir du Libéria qui compte. Qu'on soit du CDC ou de l'autre parti, je ne sais pas, de tout autre parti politique, maintenant qu'il faut qu'on centralise les efforts dans une seule direction, le développement du Libéria. Quoi qu'on dise, Joseph Boakai a remporté ces élections, il sera bientôt investi président du Libéria. Quels seront les majeurs défis auxquels il sera confronté quand on sait que la population libérienne est à 60%, très jeune, avec une moyenne d'âge de 25%. Pour 60% de la population libérienne, quels seront les défis? D'abord au plan politique, parce que vous l'aviez mentionné tout à l'heure, Joseph Boakai, en venant pour ce deuxième tour, a fait des promesses de campagne, un gouvernement de large ouverture avec des partis politiques, les groupes ethniques, toutes sortes d'appartenances qui seront prises en compte dans ces différents gouvernements. Est-ce que quelque part, cela ne le pénalisera pas pour la gestion du pays quand on sait aujourd'hui que les priorités sont nombreuses pour le Libéria? D'abord sur le plan politique, après on va aborder les autres aspects. Oui, malheureusement, c'est ça les réalités sur le continent africain. C'est-à-dire que pour faire plaisir à toutes les localités, à toutes les ethnies, on tient ce discours pour dire que, écoutez, tout le monde sera inclus. Bon, maintenant, vous aurez des localités, c'est la nature qui l'a voulu ainsi, où vous n'avez pas de ces éléments qui ont la poigne d'entrer dans le gouvernement. Mais pour faire plaisir, on va les mettre dans le gouvernement. Pensez-vous qu'avec de telles pratiques, on puisse arriver à des résultats? Je dis non tout de suite, et c'est là où je voudrais que les hommes politiques soient encore plus réalistes et plus sérieux, parce que on ne peut pas faire du sérieux avec tout le monde. Et pourtant, c'est ce qui permet de gagner. Oui, c'est ce qui permet de gagner, mais il va falloir changer un peu de discours. Et si il y a de toutes les façons, il y a le discours de campagne, mais il y a la réalité après la campagne. Il y a la réalité après la campagne, et qui fait que, écoutez, la preuve, il est allé voir Prince Johnson. Si par la suite,
il s'avérait que ce monsieur, effectivement, c'est lui qui coordonne toutes les activités de corruption au Libéria, mais vous n'allez pas me dire qu'on va le décorer parce que il nous a permis, ou il a permis à un certain Boakai d'arriver au pouvoir. C'est là où parfois aussi le pouvoir, il est sadique, où on est obligé de se retourner contre le faiseur du roi, parce que le faiseur du roi ne montre plus patte blanche. Vous voyez? Et donc, c'est beaucoup d'artifices, beaucoup de gymnastique qu'il va falloir opérer pour pouvoir faire avancer la chose. Vous avez posé le problème, il y a la majorité de la population au Libéria, elle est constituée elle est très jeune. Nous abordons donc les implications économiques. Voilà. Et donc, sur ce plan, il faut les infrastructures. C'est vrai, la gratuité de l'école a été démarrée par Georges Weah, mais il va falloir continuer davantage en créant des structures, des établissements scolaires, des établissements d'enseignement technique, parce qu'aujourd'hui, il a été démontré que sans la technique, nos pays ne feront que végéter. On fait semblant de belles études, des études de lettres et autres, mais ce n'est pas ça qui fait avancer le monde. Le monde est tourné vers la technologie. Et donc, créer des structures qui puissent permettre à ces jeunes d'aborder ces aspects et créer même les technopoles, c'est-à-dire les structures où on développe les technologies, comme un peu ça se fait avec la Silicon Valley, je crois. Alors, grande population, largement jeune. Quel autre défi, corruption, développement social, à quoi sera confronté Joseph Boakai, si on peut déjà commencer par tabler sur son avenir? Un peuple qui n'a pas faim est déjà un peuple équilibré. Et donc, ayant été ministre de l'Agriculture, venant du milieu rural, et donc je crois qu'il a déjà un minimum sur la réalité des difficultés du monde rural, du monde agricole. Et très rapidement, avec ses équipes, ses ministres, ses technocrates, ils pourront réfléchir pour voir comment faire effectivement du Libéria un pays qui s'auto-suffit en termes au point de vue agricole. Et donc ça, c'est très, très important. Maintenant, parallèlement à ça, essayer de diversifier un peu les choses pour que le paysan libérien ne soit pas quelqu'un de classé, ne soit pas vraiment paysan comme selon le thème que nous pensons, mais qu'il soit quelqu'un, un entrepreneur, et que, bon, on aille un peu vers plus de technologie. Bon, maintenant, par entrepreneur agricole. Merci pour le mot. Mais parallèlement, c'est que la réalité, le paysage libérien est très fragmenté. Vous avez d'un côté les Afro-Américains qui dépendent directement des États-Unis, qui ont la double nationalité américaine et autres, et de l'autre côté, les vrais Libériens qui sont pratiquement les autochtones. Et Georges Weah il a démarré parce que sous son mandat, on n'a plus trop senti ces différences. Donc il doit travailler davantage pour qu'il y ait une implication, une interpénétration réelle de toutes les couches, que les Afro-Américains ne pensent pas qu'ils sont supérieurs aux Libériens d'origine, que les Libériens d'origine ne se sentent pas inférieurs par rapport aux Afro-Américains, qu'il y ait vraiment une seule entité qui a pour objectif définitif le développement du Libéria. Quand vous prenez les États-Unis, par exemple, vous avez les Amérindiens, les Indiens, vous avez les Noirs américains, vous avez les Mexicains, vous avez un peu de tout. Mais un jour, un monsieur m'a dit, mais est-ce que tu sais pourquoi ce pays, il doit toujours aller de l'avant? Et j'ai dit non. Il dit, mais c'est parce que quand un Indien est à la tête de la structure, ça ne marche pas. On le change, on met un Américain. Quand l'Américain n'arrive pas, on le change, on met un Noir. Donc ça veut dire que toutes ces ethnies, toutes ces catégories d'individus ont chacun en eux une compétence. Vous voyez, et donc il va falloir exploiter toutes les compétences, que ce soit au niveau des Afro-Américains comme au niveau des Libériens d'origine. Merci beaucoup à vous, Innocent Pato, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Un dernier mot pour conclure. Oui, un dernier mot. Féliciter encore Georges Weah pour son geste qui est très très salutaire, et encourager Joseph Boakai et prier pour que Dieu lui donne la force, parce qu'avec l'âge, c'est pas très très aisé. Et d'ailleurs, même les Libériens l'appellent Joe le dormeur, donc Sleepy Joe, ce qui n'est pas très très bien, parce que si on a encore un dormeur
à côté de l'autre que nous connaissons déjà. Je ne sais pas au niveau de la CEDEAO ce qu'on ferait, mais bon, Dieu fera, tout ira bien. Merci. Merci beaucoup à vous, Innocent Pato, journaliste et analyste politique. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau de Regards croisés.